Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, de nouvelles révélations dans le cadre de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le procureur général près la cour d'appel du centre vient de faire le point de l'enquête en cours sur le décès suspect de ce prélat. Selon l'autorité judiciaire, les résultats d'une récente autopsie avec l'appui d'une expertise internationale révèlent que l'évêque de Bafia serait décédé par noyade et n'aurait subi aucune violence avant son décès. On fait le point de cette sortie du procureur dans cette édition du journal. Nouvelle scène de violence par contre dans l'arrondissement de Douala 2e. 2 mois à peine après de vifs affrontements ayant opposé des populations de cette partie de la ville à des malfrats. On a enregistré une nouvelle altercation cette nuit entre des jeunes gens de quartiers différents de cette partie de la ville de Douala. L'on enregistre d'importants dégâts matériels à la suite de cette altercation. Nous ferons également le point de cette situation dans cette édition du journal. Et puis, l'Union africaine a refermé son 29e sommet ce mardi avec à l'horizon des avancées sur l'autofinancement de cette institution. 2 nouveaux pays sont donc favorables à la taxe 0,2%, mais cependant, on enregistre encore quelques réticences. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. C'est donc un nouveau rebondissement spectaculaire dans le cadre de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Les autorités judiciaires camerounaises qui disent avoir bénéficié de l'appui d'une expertise internationale parlent d'une mort par noyade. Le procureur général près la Cour suprême du centre a fait le point de l'enquête encore en cours dans le cadre de cette affaire. La version du procureur prend le contre-pied de celle de l'assassinat soutenu par l'Église catholique. On fait le point de cette sortie du procureur avec Donald Brice-Cambran et Séverin Tchouban. Le communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre renseigne que les 2 médecins légistes internationaux commis par Interpol sont le professeur Michael Tsokos, directeur de l'Institut de médecine légale de Berlin, et le docteur Mark Mulder, en charge de la coordination de l'unité d'identification des victimes des catastrophes à Interpol. Les experts internationaux ont, après examen approfondi du code de l'évêque de Bafia, conclu que la noyade est la cause la plus probable du décès du prélat, en l'absence, je cite, de toute trace de violence sur le corps du défunt. Le recours aux 2 médecins internationaux est intervenu après que des autopsies ont été pratiquées sur la dépouille de l'évêque de Bafia et un premier examen réalisé par 2 collèges de médecins locaux les 2 et 22 juin dernier. Le procureur général près la cour d'appel du centre, Jean Fistamac, indique que le corps de l'évêque de Bafia a été remis mardi 4 juillet à l'église catholique aux fins d'une inhumation, les constatations médico-légales étant achevées. L'autorité judiciaire précise qu'au stade actuel des investigations, les enquêteurs ont auditionné de nombreuses personnes et procédé à diverses perquisitions. Les informations recueillies dans le cadre de ces perquisitions et auditions sont en cours d'exploitation aux fins de la manifestation de la vérité, assure le procureur. Le communiqué conclut que les investigations en vue de déterminer les circonstances exactes du décès de Jean-Marie Benoît Bala se poursuivent et que les conclusions de l'enquête seront portées le moment venu à la connaissance du public. Une version qui contraste avec celle de la conférence épiscopale nationale qui avait parlé dans une sortie récente d'un assassinat brutal de l'évêque de Bafia avant de dénoncer la persécution des prélats catholiques au Cameroun. Tout à fait autre chose à présent. Un présumé pasteur est accusé de tentative de viol, d'attouchement sexuel et de pratiques mystico-religieuses sur une jeune fille de 22 ans. L'homme aurait profité d'une séance dite de délivrance pour droguer sa victime et accomplir son forfait. La scène s'est produite au quartier Niala dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Cet homme de Dieu a été interpellé. Des précisions avec Innocent Abega et Julienne Bissaï. C'est l'histoire de Pascaline,
Jeune dame de 22 ans qui se rend chez une belle-sœur pour une visite. Une fois à destination, elle constate que plusieurs personnes sont rassemblées dans la maison pour une séance de prière. Elle est alors invitée par le pasteur à rejoindre le groupe, mais elle décline l'offre. C'est là, moi, elle lui dit que non, il faut que je rentre. C'est là, il me dit que non, il faut qu'on prie d'abord. C'est là, elle lui dit que moi, je ne suis pas venue pour prier, je veux déjà rentrer. L'homme de Dieu voit tout de suite en elle la manifestation du démon. C'est là, il avait frotté l'huile d'olive là sur sa paume de main. Il avait commencé à me taper en disant que ce n'est pas mon esprit même qui parle en moi, c'est les démons. La jeune s'écroule et perd connaissance. Au réveil, il a demandé le charbon et l'eau, on lui a donné tout ça. Dans le seau, il y avait le couteau à l'intérieur. Elle se retrouve avec sur ses parties intimes les traces du pasteur. Il a pris le sel qu'on prépare avec, il a versé dans le même seau. Il a commencé à envoyer sa main dans mon ventre. Le lendemain, il faisait les sels, c'était seulement le sang qui sortait. Notre enquête nous conduit à la rencontre du dit pasteur. L'homme de Dieu nie les faits qui lui sont reprochés. Et je reconnais avoir prié sur la jeune fille. Ce jour-là même, je n'étais pas seul. J'étais avec un pasteur évangéliste et beaucoup d'autres personnes qui étaient là. Mais tout le reste qu'on est en train d'accuser, séquestration, pratique de sorcellerie, tentative de viol et atteinte à la pudeur, je ne reconnais pas cela, et aussi avoir fait violence sur son mari. Je ne reconnais pas cela. Et aussi avoir, ils ont parlé que j'ai mis le serpent sur l'enfant. Je n'ai pas fait cela. Pascaline partage son quotidien avec un homme. Honoré dit pourtant avoir retrouvé sa femme en tenue d'Adam entre les mains du pasteur. Et quand il ne la voit pas maintenant, je comprends comment ils disent dans la chambre là-bas que fermez vite la porte, il ne doit pas voir ce que nous sommes en train de faire. C'est là où quand il comprend comme ça, il vient maintenant, il bouscule la porte. Quand il bouscule la porte, il la voit comment elle est étalée, nue, au sol comme ça, nue. Je veux sortir maintenant, c'est là où on me met moi-même, on m'arrête le cou, on me donne les coups de poing que moi-même je ne dois plus sortir. La vérité dans cette affaire sera sans doute établie par Dieu lui-même. Et notons donc que ce présumé pasteur a finalement été relaxé selon les dernières informations qui nous parviennent de la brigade de Lokbaba où il avait été interpellé. Le 2e arrondissement de la ville de Douala, nous le disions, a encore été le théâtre de vifs affrontements et entre populations la nuit dernière, 2 mois à peine après des affrontements qui avaient opposé dans cette partie de la ville de Douala des populations à des groupes. Alpha, ces affrontements avaient fait un mort. Une altercation a encore été enregistrée la nuit dernière entre populations de différents quartiers, à savoir le quartier Nkongmondo et le bloc Kiaka, un bloc du quartier Nubel. Des affrontements qui ont causé d'importants dégâts matériels. Le récit des faits avec Donald Agnuzoa. Le lieu dit ancien Sinekam dans le 2e arrondissement de Douala a été le théâtre de violents affrontements ayant opposé dans la nuit de lundi à mardi les jeunes de la nouvelle route Commando à ceux de Kiaka, un bloc du quartier New Bel Congo. À l'origine de ce regain de violence, une histoire d'une banalité certaine avec à la clé des conséquences d'une extrême gravité. On a invité à faire, on a organisé à faire au quartier. Bon, il y avait une fille au nom de Linda. Bon, elle a invité les gars de Commando. Nous, on a dit qu'on invite les gars parce que les gars sont de partout, ils organisent les bagarres. On a dit qu'on invite pas, elle a invité les gars. Et quand les gars arrivent à la fête, ils refusent d'entrer. Plutôt ils sont restés dehors avec le couteau, les gars invités sont ils agressent. Mais nous maintenant, on vient parler. Ils sortent, ils veulent taper ma petite soeur. Maintenant, il y a l'un de mes amis qui a dit que non, laissez rentrer. Subitement, il suffit au gars là-bas, commence, il part de prendre ma machette pour venir commencer à agresser. J'ai trouvé tout un troupeau de personnes venant de Commando, armés, les machettes, couteaux, gourdins. Les autres qui sont de Makéa, ils sortaient aussi avec des couteaux, machettes et consorts. On ne comprenait pas exactement ce qui se passait. On lorgnait plutôt, puisqu'on avait peur. Les populations prises à partie dressent le bilan des dégâts matériels enregistrés. La police est venue, on a essayé de calmer tout ce qui était là. Bon, les gars sont partis. Bon, après, quand la police est partie, c'est là où ils sont ressortis, ils ont commencé à dire on casse les voitures, il faut casser tous les pare-brises des voitures et tout. Bon, maintenant, quand ils ont fini de casser les voitures des Chinois, c'est là où, en rentrant, ils se sont mis à casser
un peu de gauche à droite. La présence des forces du maintien de l'ordre sur les lieux a calmé les ardeurs de cette jeunesse en furie. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement est-il engagé à assainir la gestion des finances publiques? C'est ce qui semble se dégager de l'identification par le président de la République des postes de dépenses qui, mieux gérés, pourraient permettre d'améliorer les finances du pays. Mais cependant, les orientations prescrites par le président de la République pour y parvenir seraient vouées à l'échec avant même leur implémentation. C'est du moins ce qui ressort dans cette analyse que nous propose Guy Zogo. La circulaire du président de la République dans le cadre de la préparation du budget 2018, appelant entre autres à resserrer la dépense publique, relance la sempiternelle question de la réduction du train de vie de l'État au Cameroun. Parmi les mesures phares que le gouvernement annonce, il y a la traque des fonctionnaires fictifs, au point qu'il sera même procédé au décompte physique de ceux-ci. Le paiement des primes et des missions est également ciblé. Mais devant ces mesures, on pourrait retorquer au gouvernement trop peu. En effet, cibler les fonctionnaires pour faire des économies peut paraître productif aux yeux camerounais. Seulement, ce terrain paraît complexe, ne serait-ce que parce que l'État est dans l'obligation de recruter des fonctionnaires chaque année et que leurs charges financières fluctuent entre les avancements, les primes, les rappels et autres reprises en solde. Au vrai, la masse salariale des fonctionnaires a subi de sérieuses coupes depuis 1993 avec une double baisse des salaires qui a en gros stabilisé l'enveloppe financière allouée au traitement mensuel des quelques 120 000 fonctionnaires à 90 milliards de francs CFA. Il est donc étonnant que le président de la République ne fasse aucune mention de la nécessité de réduire la taille du gouvernement, jugé par tous de pléthorique. De plus, que fait-on du parc automobile pentagruélique de l'État avec des dépenses de carburant estimées quotidiennement en 2015 à 75 millions de francs CFA? À cela, il ne faudrait pas oublier la gestion des marchés publics, notamment la mercuriale. Il y a donc bien d'autres aspects dans lesquels il faut taper pour faire des économies. Finalement, tout porte à croire que pas grand monde n'est prêt à serrer véritablement la ceinture pour réduire le train de vie de l'État au Cameroun. Parlons à présent de l'actualité à l'Assemblée nationale. Gouvernement et parlementaires cherchent des pistes de conservation et de valorisation de la biodiversité afin de lui permettre de jouer son rôle de moteur de la croissance. Le sujet est au cœur d'une plénière spéciale ouverte ce matin par le député Kombo Guéry, vice-président de l'Assemblée nationale. Les précisions avec Emmanuel Diop et Marcel Ngassop. Le Cameroun dispose d'une biodiversité très riche et pourtant son apport à l'économie nationale reste faible en dépit de quelques initiatives, certes salutaires, mais qui peinent à porter les fruits escomptés. Il faut d'abord préserver ce que nous avons et lorsqu'on ne le préserve pas, vous voyez ce que nous encaissons, c'est-à-dire le changement climatique. Il n'est plus un secret pour personne, que ce soit les gens dans les villages qui voient que les saisons ont changé. Et cela trouble leur mode de vie au niveau de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Il faut aussi regarder la déforestation. La déforestation fait que les capacités de captage du CO2 sont diminuées et il y a donc aussi des émissions de gaz à effet de serre qui entraînent le réchauffement climatique. C'est conscient de la sous-valorisation de notre biodiversité que le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes a convoqué les intelligences à l'hémicycle de Ngouaikele. Il est question de proposer des pistes pour accroître la valorisation économique de notre biodiversité afin qu'elle joue le rôle qui est le sien dans le développement du Cameroun. Nous qui venons de la région de l'extrême nord, il faut comprendre qu'avec l'avancée du désert et le réchauffement climatique, nous devons planter les arbres. Pendant l'intercession, nous sensibilisons les populations et à chaque fois que nous constatons qu'il y a quelque chose d'anormal, nous essayons d'attirer leur attention afin qu'elles comprennent le danger. Le discours tel qu'il est tenu sur la conservation et la valorisation de la biodiversité nous va droit au cœur en tant qu'autorité traditionnelle. Car en fait, depuis la nuit des temps, la tradition a toujours milité
pour la conservation de toute la ressource naturelle ou alors la gestion durable. Je vous prendrai un exemple fort simple. Lorsqu'une femme va pêcher, la pêche aux barrières, vous voyez, lorsqu'elle fait la barrière, elle ne prend pas le petit poisson, elle le laisse. Et puis quand elle finit de prendre le poisson qui a une certaine épaisseur, grosseur, elle arrange l'habitat des poissons pour les prochaines pêches. Les contraintes et les pesanteurs de toutes sortes ont été identifiées. Il reste à les lever et que chacun prenne conscience de la nécessité de gérer durablement les ressources naturelles. C'est à ce prix que le Cameroun pourrait alors tirer avantage de sa diversité qui compte parmi les plus riches du continent. Restons à l'Assemblée nationale où la Commission des finances et du budget de la Chambre basse et la Chambre des comptes étaient en conclave ce mardi. Les deux entités ont à nouveau jeté les bases d'une collaboration vieille de 16 ans et qui a pour objectif d'améliorer la gouvernance publique à travers une meilleure information des députés. Marcelin Gansop, une fois encore. Face à face, les députés membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale et les têtes couronnées de la Chambre des comptes de la Cour suprême posent le jalon d'une meilleure compréhension de la gouvernance publique. Et ce, dans un contexte de recherche permanente de solutions aux préoccupations des populations. En effet, ces rencontres sont une véritable source d'information dans laquelle viennent s'abreuver les députés. Ces rencontres nous permettent d'être plus performants dans notre quête permanente d'une meilleure gouvernance publique. Ces rencontres sont une opportunité pour les députés de faire entendre les centres d'intérêt de la représentation nationale, arriver aux objectifs d'amélioration du bien-être des populations et de défense des intérêts nationaux. C'est la 16e fois que les deux parties se concertent. Et pourtant, les parlementaires sont animés par le même souci, à savoir l'amélioration de la gouvernance en vue d'impulser durablement le processus d'émergence économique et sociale du Cameroun. L'actualité judiciaire, marquée par de nombreux procès, démontre à suffisance que certains gestionnaires ne sont pas animés du même devoir patriotique de protection de la chose publique. La présentation du rapport de la Chambre des comptes pour l'exercice 2015 conforte la mauvaise relation que certains entretiennent avec l'argent public. Cette présentation a davantage ouvert les yeux des parlementaires sur les réelles missions de la Chambre des comptes de la Cour suprême. En 2007, la Chambre des comptes de la Cour suprême a publié son premier rapport annuel 2006. 10 ans après, pareil le rapport annuel 2015, dans un environnement qui augure la maîtrise de plus en plus affirmée du fonctionnement de notre jeune juridiction financière et ou de perspectives nouvelles en ce qui concerne les garanties de bonne gestion des procédures accordées aux justiciables. Cette plateforme d'échange a permis à la Chambre des comptes de la Cour suprême d'explorer de nouvelles voies et d'envisager de nouveaux chantiers dans la perspective d'une meilleure exécution de ses missions régaliennes, guidée en cela par les réflexions et les propositions impulsées par les députés, membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être entendu des scènes de joie et de liesse tout autour de vous, si ce n'est chez vous hier. Dans les deux cas, c'était certainement ces jeunes candidats au BEPC ayant réussi leur examen. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont en effet disponibles depuis hier, ceux de la session 2017. Mais cependant, ce n'est pas la grande joie au CES de Babon, à Loum, dans le département du Mungo. L'établissement fait partie de ces rares à avoir enregistré 0% de taux de réussite cette année. C'était le cas l'année dernière. Des précisions avec Jacquino Moulon et Gladys Sidji. Ils ont envahi le lycée de Loum afin de vérifier si leur nom figure ou pas sur la liste des candidats admis au BEPC. Après un tour babillard, certains élèves, mais aussi les parents, ont laissé éclater leur joie. Très fier de ma fille. Depuis un an, sinon, mon argent a payé. Je suis ravie. Dieu existe. Ma fille a vraiment mis sa tête sur l'école. Vraiment, elle ne m'a pas trompé. Mais un an, sont pas partis, cadeau. Je sens une fierté dans moi. Je suis fière. Je suis trop fière. Merci au Seigneur parce qu'il m'a permis d'avoir ça l'année passée. L'année-ci, puisque l'année passée, il n'est pas eu.
Des réjouissances qui contrastent avec la triste mine affichée par d'autres candidats. Isolés dans un coin, le regard hagard, ils n'en reviennent toujours pas. Le taux de réussite au centre du lycée de Loum a pourtant connu une légère hausse pour cette session 2016-2017. Il est passé de 55% en 2016 à 63% cette année. Dans la ville de Loum, le lycée général de Loum vient en tête avec 69,10%, suivi du collège Saint-Pierre-et-Paul avec 61,79% et le CES de Babang, comme l'année passée, ferme la queue avec 0%. Un établissement tenu par un enseignant qui est également directeur. Pour le chef de centre du lycée de Loum, beaucoup reste encore à faire pour élever le niveau des candidats. Pour nous autres encadreurs, dès lors qu'un seul candidat est laissé sur le bord du chemin, c'est que le travail n'a pas été très bien fait. Et tous les maillons de la chaîne sont interpellés, toute la communauté éducative. Il faut aussi qu'au niveau des parents, que nous soyons appuyés. Il est important qu'au niveau des différentes familles, que le travail d'encadrement, que le suivi soit assuré. Les candidats admis au BEPC poursuivent les réjouissances en famille. Par contre, pour les recalés, l'heure est au bilan. Objectif, rectifier le tir l'année prochaine. Dans la page magazine de ce journal, allons à la découverte d'un petit village situé dans le département du Nyon-Ekele. Il s'agit du village Biyuha, la bourgade Kroupi, dans l'enclavement et le sous-développement. Cependant, les jeunes de ce village ont entrepris de mettre en place une stratégie pour promouvoir le développement de leur localité, ceci à travers l'organisation des activités sportives. On voit tout cela avec Joël Niemp et Mirabel Mazo. La situation des populations de ce village. Son poids, situé dans l'arrondissement de Biyuha, dans le département du Nyon-Ekele, est critique. Cette piste est le seul passage qui permet les entrées et sorties dans cette localité. Les populations font face au manque d'eau, au manque d'énergie électrique. Elles sont très actives dans le secteur de l'agriculture, mais alors ont des sueurs froides quand vient le moment d'écouler leurs vivres au marché. On travaille, mais on n'a pas de véhicules pour amener nos trucs en ville pour vendre. On est en difficulté de la lumière. On se dit qu'on nous donne la lumière, mais chaque fois on est dans l'obscurité. Les motos nous prennent trop cher pour le transport. Une moto comme ça, quand tu as un sac de manioc, ils préfèrent te prendre même 4 000 francs. Pendant cette période de vacances, beaucoup quittent ce village pour la ville en quête de meilleures conditions de vie. Une pratique qui ne fait pas l'unanimité avec les élites de ce village qui votent pour le rassemblement autour des activités sportives et autres loisirs qui pourront éveiller la créativité de la jeunesse afin d'attirer des ondes de développement. Ce tournoi, c'est un tournoi, cette 3e édition, c'est par rapport au rassemblement. C'est d'abord le rassemblement des fils et filles de l'arrondissement de Biyuha. Parce que si nous ne sommes pas rassemblés, nous ne pouvons pas construire. Il faudra qu'on soit rassemblés pour pouvoir construire ensemble notre arrondissement. Et je lance un appel solennel à tous mes frères et sœurs de venir au village, de venir encourager les enfants pendant ces vacances. Et il y aura beaucoup de mouvements pendant ces vacances pour pouvoir encourager les jeunes à rentrer au village. Le sport comme moyen de rassemblement des jeunes, les populations sont heureuses de cette initiative. Je suis émerveillé aux acteurs sociaux plutôt que mon jeune frère apporte dans l'arrondissement de Biyuha et particulièrement dans le département du Nyon-Ekele. Ce qui fait l'exode rural aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de mouvement dans des villages. C'est parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Les gens, les enfants, nos frères, ils partent du village pour la ville. Parce qu'ils n'ont pas d'activité pendant les vacances. La main reste tendue vers les autorités territoriales pour le réaménagement des voies d'accès et l'approvisionnement en eau et en énergie. Cette localité de Biyuha située dans le département du Nyon-Ekele. Cette note à l'étranger avant la seconde partie de ce journal, je le disais, les travaux de la 29e Assemblée de l'Union
africaines se sont refermées ce mardi à Addis Abeba. La question de l'autofinancement de cette institution est longuement revenue pendant ces travaux. Au sortir de la rencontre, des perspectives sont bonnes en termes de réformes financières, et ce malgré la réticence de quelques pays. Il faut noter cependant que plusieurs nations africaines sont désormais favorables à cette taxe de 0,2%. Et nous reparlons de ce 29e sommet dans la seconde partie de ce journal avec notre invité. À tout de suite. Nous recevons ce soir Edmond Kamga. Bonsoir. Bonsoir Bettine. Et bienvenue sur le plateau du 20h. Merci, je salue également les téléspectateurs. Vous êtes journaliste, chef service politique et politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. Avant d'aborder le thème qui nous intéresse particulièrement ce soir, un mot peut-être sur cette actualité de dernière minute qui concerne donc l'Église catholique, notamment le décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il a sorti du procureur général près la cour d'appel du centre. Selon donc une autopsie, l'on apprend que l'évêque serait décédé par noyade et n'aurait subi aucune violence avant ce décès-là. Quel commentaire vous faites au vif? D'abord, il faut dire que cette réaction était très attendue par l'opinion publique nationale et internationale, notamment à la suite de la réaction de l'épiscopat camerounais, qui dans sa déclaration avait clairement indiqué que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait été brutalement assassiné. Et le premier commentaire que nous faisons, c'est en fait un questionnement. Est-ce que cette réaction n'est pas liée à la sortie des évêques du Cameroun? Parce que presque mot pour mot, on se rend compte que ce communiqué répond à la déclaration des évêques du Cameroun. Je prends par exemple la thèse de l'assassinat, brutalement assassiné. C'est ce que disaient les évêques du Cameroun. On a dans le communiqué, n'est-ce pas, du président du tribunal, du procureur de la cour d'appel du centre, on apprend que après l'autopsie, et notamment après le recours à l'expertise internationale, suite notamment au concours d'Interpol en passant, qu'il n'y a aucune trace de violence. Ensuite, on apprend également à travers ce communiqué que comme tu l'as dit tout à l'heure, que la cause probable du décès serait la noyade. Le terme c'est décès, il ne parle pas d'assassinat. La cause probable du décès serait la noyade. Donc c'est une réponse mot pour mot à la déclaration des évêques du Cameroun. Alors est-ce qu'on peut donc conclure à cet instant que la thèse du suicide refait surface avec cette sortie du procureur près la cour d'appel du centre, même s'il faut préciser que le communiqué indique tout de même que les enquêtes se poursuivent? Effectivement, les enquêtes se poursuivent, c'est ce que le communiqué indique, que les investigations vont continuer, il y aura des conclusions que l'on aura peut-être plus tard. Il faut seulement s'interroger encore. Est-ce que ce communiqué, est-ce que le contenu de ce communiqué ne vise pas à changer le cours de l'opinion publique nationale et internationale? Il faut le dire ici, après la déclaration des évêques du Cameroun, les journaux nationaux comme internationaux semblaient s'être fait une idée de la cause de la disparition de l'évêque de Bafia. Mais aujourd'hui, cette sorte remet sur la table la question de la cause de la disparition ou de la mort de l'évêque de Bafia. Et ça pose un problème. Pourquoi est-ce que ça pose un problème? Au-delà du fait que ça peut être interprété comme une réaction à la déclaration des évêques du Cameroun, ça pose un problème parce que, c'est la première fois qu'on mène une enquête sur l'assassinat d'un prélat, de deux. Et qu'on a l'avancée. Et qu'on a les avancées. Et qu'on a comme une sorte d'avancée, c'est-à-dire des résultats. Enfin, je ne peux pas appeler ça résultat. On dit que les investigations continuent. C'est la première fois qu'on a une indication de ce que quelque chose est en train de se faire. Est-ce que c'était opportun de publier un tel communiqué? Ne fallait-il pas, peut-être, là ce sont des questions encore, attendre que les enquêteurs parviennent à des conclusions définitives, que le rapport soit transmis, à qui le droit est rendu public?
à la nation. Très bien, nous en reparlerons certainement dans nos prochaines éditions d'informations. À présent, concernant ce 29e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce mardi, peut-être d'abord un mot sur cette réforme financière qui était tant attendue. L'on apprend que plusieurs pays sont aujourd'hui favorables à cette fameuse taxe de 0,2%. Mais il existe quand même encore des réticences. Est-ce qu'on peut quand même parler d'une certaine victoire à la fin de ce sommet? Oui, je pense qu'il faut se féliciter de ce que la plupart des dirigeants africains soient d'accord, soient globalement favorables à l'idée, n'est-ce pas, d'une taxe de 0,2% sur les produits d'importation non africains. C'est vrai que ça va poser un certain nombre de problèmes qu'il faudra régler. Mais je crois que les chefs d'État ont débattu de la question et entendent, pour ceux qui sont déjà d'accord pour cette mesure, prendre un certain nombre de mesures au niveau de leur pays pour que la décision, pour que cette mesure-là soit concrétisée. En ce qui concerne les pays qui émettent des réserves, pour différentes raisons, parce que chaque pays a une raison qu'il invoque pour avoir des réticences ou des réserves. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud, elle estime que dans sa législation, la Constitution ne permet pas de prélever des taxes douanières pour l'envoyer à une organisation internationale. Mais c'est des choses qui peuvent se régler au niveau national, en tenant compte de l'importance non seulement de la diplomatie du pays, mais également de la place du pays au niveau à l'échelon continental et mondial. Donc il y a des mesures, je n'allais pas dire de contournement, mais des mesures possibles qui peuvent être prises par les pays réticents pour rejoindre la vague des autres pays, parce que l'autofinancement pour l'Ukraine est fondamental. Justement, je voulais en arriver là. Est-ce que l'autofinancement aujourd'hui pour l'Union africaine, c'est le défi majeur? Absolument. C'est le défi majeur parce que d'après le comité de réforme, parce qu'il y a une équipe qui a travaillé, qui a fait des propositions sur la supervision du président rwandais Paul Kagame, et notamment la commission Kaberuka, avec les autres membres de la commission qui sont de différents pays africains. Ils ont fait des statistiques, des pronostics, ils ont fait des évaluations, ils ont estimé que si plus de la moitié, ou au moins la moitié des pays africains peut donner cette taxe-là comme contribution à l'Union africaine, ça réglerait la plupart des problèmes de financement des activités et des opérations de l'Union africaine. Plutôt que de demander l'argent tout le temps ou de solliciter l'aide ou le concours de l'Union africaine, des pays amis comme la Chine et autres, l'Union africaine réglerait financièrement ses problèmes et ses opérations, sans avoir besoin d'un concours quelconque. Et ça, c'est important pour son indépendance, pour sa légitimité, pour sa crédibilité internationale. Alors, il y a certainement ce problème de l'autofinancement de l'Union africaine, avec donc la dépendance, l'indépendance même de cette institution, mais il y a également cette question de la réforme de la nature juridique même de cette institution. Certains estiment aujourd'hui que la manière dont elle est constituée, cette institution-là, c'est une sorte d'organisation interétatique où ce sont encore les chefs d'État qui prennent au finish ces décisions, et que finalement le président en exercice qui est là, alors qui n'a pas vraiment droit de veto au sein de cette organisation. Oui, je dois te dire que c'est un vieux débat, le débat de savoir quelle est effectivement la place du président de la Commission de l'Union africaine, qui était autrefois le secrétaire général de l'OUA, face à un président en exercice tout puissant, face aux chefs d'État qui en sommet sont tout puissants. Donc, sur cette question, il me semble que la commission qui a fait des réformes a fait des propositions, mais il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les propositions soient entérinées immédiatement. Les propositions seront entérinées et concrétisées au fur et à mesure. Sur cette question précise, je pense qu'il y a encore des réticences sérieuses des chefs d'État qui estiment que le président de la Commission de l'Union africaine, ou alors le commissaire qui s'occupe de la paix et de la sécurité, peuvent peut-être prendre des initiatives, mais ne peuvent pas décider en lieu et place du sommet, en lieu et place des chefs d'État. En attendant donc ces réformes, est-ce qu'il serait exagéré de dire que l'Union africaine, telle que constituée maintenant, avec ses problèmes d'autofinancement et justement cette réforme de la nature juridique de l'organisation qui est attendue, est une sorte de faire-valoir? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Union africaine est encore une espèce de faire-valoir. Je pense que les choses sont en train d'avancer de manière très radicale. Et de plus en plus, on voit, depuis quelques années notamment, on voit comment l'Union africaine se positionne sur des grandes questions en Afrique et à travers le monde. Parce que son principal souci, c'est le financement. En dehors du financement, il y a une volonté réelle des chefs d'État de nos jours
de faire bouger les choses, de faire en sorte que l'Union africaine ne soit plus seulement, comme on l'a si souvent dit, le syndicat des chefs d'État africains, mais que soit véritablement une union des peuples. Et je peux vous le dire, connaissant un peu le président en exercice actuel, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a été pendant longtemps opposant dans son pays, la Guinée. C'est quelqu'un qui pendant longtemps a fait preuve de panafricanisme, comme d'autres chefs d'État qui sont partis et d'autres sont encore là. Aujourd'hui, il y a, parmi les réformes envisagées, il y a l'idée d'une troïka, de faire en sorte que le passage d'un président en exercice sortant et d'un président en exercice entrant soit mieux géré. Qu'il y ait une sorte de troïka, c'est-à-dire un chef d'État qui s'en va, un autre qui vient, mais en attendant, ils assistent le président en exercice pour qu'il y ait une réelle continuité entre le président en exercice et celui qui vient, pour qu'il n'y ait plus comme une sorte de recommencement. Et sur le même débat, je parlerai d'un autre point important, l'idée de ne plus faire 2 sommets au cours d'une année, parce que ça se fait généralement en janvier, en juillet. Il y a l'idée de rendre plus efficace la commission, l'Union africaine, l'organisation, de faire en sorte que les décisions qui sont prises soient effectivement appliquées. Parce que quand il y a 2 sommets, en l'espace de 6 mois, le constat est réel. On se rend bien compte que la plupart des décisions prises ne sont pas du tout appliquées. Il faut donner le temps d'appliquer de manière efficace les mesures, les résolutions qui sont prises par les chefs d'État. Et nous allons sortir par là. Une fois encore, le président Paul Biya était absent à ce rendez-vous. Il a été représenté par son premier ministre Philémon Yang. Comment est-ce qu'on interprète cette multiplication des absences du président de la République à ce grand rendez-vous, vous le dites, des décisions africaines? Je dois dire qu'il faut quand même le regretter parce que la présence physique d'un chef d'État à un sommet comme celui-là est très importante. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie informelle. En marge de la rencontre au sommet, il y a des rencontres entre les chefs d'État. Et lorsque les chefs d'État se regroupent, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises, non seulement au niveau bilatéral, parce que les chefs d'État se voient entre eux de façon personnelle, mais également cela facilite la résolution d'un certain nombre de crises et conflits en Afrique. Parfois de façon informelle. De façon informelle, effectivement. Donc, en fait, la diplomatie camerounaise est dite de présence, de participation et de rayonnement. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'espèce, mais il faut dire peut-être que le chef de l'État a une bonne raison de ne s'être pas déplacé pour Addis Abeba, mais dans tous les cas, la chaise du Cameroun n'était pas vide. Le Cameroun n'a pas fait chaise vide. Il était bel et bien représenté. Merci Edmond Kamga d'avoir accepté notre invitation pour ce 20h. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Passez le bon moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Précision avec Innocent Abega et Julienne Bissaï. C'est l'histoire de Pascaline, jeune dame de 22 ans qui se rend chez une belle-sœur pour une visite. Une fois à destination, elle constate que plusieurs personnes sont rassemblées dans la maison pour une séance de prière. Elle est alors invitée par le pasteur à rejoindre le groupe, mais elle décline l'offre. C'est là, moi, elle lui dit que non, il faut que je rentre. C'est là, il me dit que non. Il faut qu'on prie d'abord. C'est là, elle lui dit que moi, je ne suis pas venue pour prier. Je veux déjà rentrer. L'homme de Dieu voit tout de suite en elle la manifestation du démon. C'est là, il avait frotté l'huile d'olive là sur sa paume de main. Il avait commencé à me taper en disant que ce n'est pas mon esprit même qui parle en moi, c'est les démons. La jeune s'écroule et perd connaissance. Au réveil, il a demandé le charbon et l'eau, on lui a donné tout ça. Dans le seau, il y avait le couteau à l'intérieur. Elle se retrouve avec sur ses parties intimes les traces du pasteur. Il a pris le sel qu'on prépare avec, il a versé dans le même seau. Il a commencé à envoyer sa main dans mon ventre. Le lendemain, il faisait les sels, c'était seulement le sang qui sortait. Notre enquête nous conduit à la rencontre du dit pasteur. L'homme de Dieu nie les faits qui lui sont reprochés. Et je reconnais avoir prié sur la jeune fille. Ce jour-là même, je n'étais pas seul. J'étais avec un pasteur évangéliste et beaucoup d'autres personnes qui étaient là. Mais tout le reste qu'on est en train d'accuser, séquestration, pratique de sorcellerie, tentative de viol et atteinte à la pudeur, je ne reconnais pas cela et aussi avoir fait violence sur son mari. Je ne reconnais pas cela. Et aussi avoir, ils ont parlé que j'ai mis le serpent sur l'enfant. Je n'ai pas fait cela.
Pascaline partage son quotidien avec un homme. Honoré dit pourtant avoir retrouvé sa femme en tenue d'Adam entre les mains du pasteur. Et quand il ne la voit pas maintenant, je comprends comment ils disent dans la chambre là-bas que fermez vite la porte, il ne doit pas voir ce que nous sommes en train de faire. C'est là où quand il comprend comme ça, il vient maintenant, il bouscule la porte. Quand il bouscule la porte, il la voit comment elle est étalée, nue, au sol comme ça, nue. Je veux sortir maintenant, c'est là où on me met moi-même, on m'arrête le coup, on me donne les coups de poing que moi-même je ne dois plus sortir. La vérité dans cette affaire sera sans doute établie par Dieu lui-même. Et notons donc que renseigne que les 2 médecins légistes internationaux commis par Interpol sont le professeur Michael Tsokos, directeur de l'Institut de médecine légale de Berlin, et le docteur Mark Mulder, en charge de la coordination de l'unité d'identification des victimes des catastrophes à Interpol. Les experts internationaux ont, après examen approfondi du corps de l'évêque de Bafia, conclu que la noyade est la cause la plus probable du décès du prélat, en l'absence, je cite, de toute trace de violence sur le corps du défunt. Le recours aux 2 médecins internationaux est intervenu après que des autopsies ont été pratiquées sur la dépouille de l'évêque de Bafia et un premier examen réalisé par 2 collèges de médecins locaux les 2 et 22 juin dernier. Le procureur général près la cour d'appel du centre, Jean Fistamac, indique que le corps de l'évêque de Bafia a été remis mardi 4 juin à l'église catholique aux fins d'une inhumation, les constatations médico-légales étant achevées. L'autorité judiciaire précise qu'au stade actuel des investigations, les enquêteurs ont auditionné de nombreuses personnes et procédé à diverses perquisitions. Les informations recueillies dans le cadre de ces perquisitions et auditions sont en cours d'exploitation aux fins de la manifestation de la vérité, assure le procureur. Le communiqué conclut que les investigations en vue de déterminer les circonstances exactes du décès de Jean-Marie Benoît Mbala se poursuivent et que les conclusions de l'enquête seront portées le moment venu à la connaissance du public. Une version qui contraste avec celle de la conférence épiscopale nationale qui avait parlé dans une sortie récente d'un assassinat brutal de l'évêque de Bafia avant de dénoncer la persécution des prélats catholiques au Cameroun. Tout à fait autre chose à présent. Un présumé pasteur est accusé de tentative de viol, d'attouchement sexuel et de pratiques mystico-religieuses sur une jeune fille de 22 ans. L'homme aurait profité d'une séance dite de délivrance pour droguer sa victime et accomplir son forfait. La scène s'est produite au quartier Niala dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Cet homme de Dieu a été interpellé. La présence des forces du maintien de l'ordre sur les lieux a calmé les ardeurs de cette jeunesse en furie. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement est-il engagé à assainir la gestion des finances publiques? C'est ce qui semble se dégager de l'identification par le président de la République des postes de dépenses qui, mieux gérés, pourraient permettre d'améliorer les finances du pays. Mais cependant, les orientations prescrites par le président de la République pour y parvenir seraient vouées à l'échec avant même leur implémentation. C'est du moins ce qui ressort dans cette analyse que nous propose Guy Zogo. La circulaire du président de la République dans le cadre de la préparation du budget 2018, appelant entre autres à resserrer la dépense publique, relance la sempiternelle question de la réduction du train de vie de l'État au Cameroun. Parmi les mesures phares que le gouvernement annonce, il y a la traque des fonctionnaires fictifs, au point qu'il sera même procédé au décompte physique de ceux-ci. Le paiement des primes et des missions est également ciblé. Mais devant ces mesures, on pourrait retorquer au gouvernement trop peu. En effet, cibler les fonctionnaires pour faire des économies peut paraître productif aux yeux camerounais. Seulement, ce terrain paraît complexe, ne serait-ce que parce que l'État est dans l'obligation de recruter des fonctionnaires chaque année et que leurs charges financières fluctuent entre les avancements, les primes, les rappels et autres reprises en solde. Au vrai, la masse salariale des fonctionnaires a subi de sérieuses coupes
depuis 1993 avec une double baisse des salaires qui a en gros stabilisé l'enveloppe financière allouée au traitement mensuel des quelques 120 000 fonctionnaires à 90 milliards de francs CFA. Il est donc étonnant que le président de la République ne fasse aucune mention de la nécessité de réduire la taille du gouvernement, jugé par tous des pléthoriques. De plus, que fait-on du parc automobile pantagruélique de l'État avec des dépenses de carburant estimées quotidiennement en 2015 à 75 millions de francs CFA? À cela, il ne faudrait pas oublier la gestion des marchés publics, notamment la mercuriale. Il y a donc bien d'autres aspects dans lesquels il faut taper pour faire des économies. Finalement, tout porte à croire que pas grand monde n'est prêt à serrer véritablement la ceinture. Le présumé pasteur a finalement été relaxé selon les dernières informations qui nous parviennent de la brigade de Lokbaba où il avait été interpellé. Le deuxième arrondissement de la ville de Douala, nous le disions, a encore été le théâtre de vifs affrontements et entre populations la nuit dernière, 2 mois à peine après des affrontements qui avaient opposé dans cette partie de la ville de Douala des populations à des groupes. Alpha, ces affrontements avaient fait un mort. Une altercation a encore été enregistrée la nuit dernière entre populations de différents quartiers, à savoir le quartier Nkongmondo et le bloc Kiaka, un bloc du quartier Nouvelle. Des affrontements qui ont causé d'importants dégâts matériels. Le récit des faits avec Donald Agnuzoa. Le lieu dit ancien Sinekam dans le 2e arrondissement de Douala a été le théâtre de violents affrontements ayant opposé dans la nuit de lundi à mardi les jeunes de la nouvelle route Commando à ceux de Kiaka, un bloc du quartier New Bel Congo. À l'origine de ce regain de violence, une histoire d'une banalité certaine avec à la clé des conséquences d'une extrême gravité. On a invité à faire, on a organisé à faire au quartier. Bon, il y avait une fille au nom de Linda. Bon, on a invité les gars de Commando. Nous, on a dit qu'on invite les gars parce que les gars sont de partout, ils organisent les bagarres. On a invité les gars. Et quand les gars arrivent à la fête, ils refusent d'entrer. Plutôt ils sont restés dehors avec le couteau, dès qu'ils invités sont ils agressent. Mais nous maintenant, on vient parler. Ils sortent, ils veulent taper ma petite soeur. Maintenant, il y a l'un de mes amis qui a dit que non, laissez rentrer. Subitement, il suffit au gars là-bas, commence, il part de prendre ma machette pour venir commencer à agresser. J'ai trouvé tout un troupeau de personnes venant de Commando, armés, les machettes, couteaux, gourdins, les autres qui sont de Makéa, ils sortaient aussi avec des couteaux, machettes et consorts. On ne comprenait pas exactement ce qui se passait. On lorgnait plutôt, puisqu'on avait peur. Les populations prises à partie dressent le bilan des dégâts matériels enregistrés. La police est venue, on a essayé de calmer tout ce qui était là. Bon, les gars sont partis. Bon, après, quand la police est partie, c'est là où ils sont ressortis, ils ont commencé à dire on casse les voitures, il faut que tous les pare-brises des voitures et tout. Bon, maintenant, quand ils ont fini de casser les voitures des Chinois, c'est là où, en rentrant, ils se sont mis à casser un peu de gauche à droite. La Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, de nouvelles révélations dans le cadre de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le procureur général près la cour d'appel du centre vient de faire le point de l'enquête en cours sur le décès suspect de ce prélat. Selon l'autorité judiciaire, les résultats d'une récente autopsie avec l'appui d'une expertise internationale révèlent que l'évêque de Bafia serait décédé par noyade et n'aurait subi aucune violence avant son décès. On fait le point de cette sortie du procureur dans cette édition du journal. Nouvelle scène de violence par contre dans l'arrondissement de Douala 2e. 2 mois à peine après de vifs affrontements ayant opposé des populations de cette partie de la ville à des malfrats. On a enregistré une nouvelle altercation cette nuit entre des jeunes gens de quartiers différents de cette partie de la ville de Douala.
L'on enregistre d'importants dégâts matériels à la suite de cette altercation. Nous ferons également le point de cette situation dans cette édition du journal. Et puis, l'Union africaine a refermé son 29e sommet ce mardi avec à l'horizon des avancées sur l'autofinancement de cette institution. Deux nouveaux pays sont donc favorables à la taxe 0,2%, mais cependant, l'on enregistre encore quelques réticences. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. C'est donc un nouveau rebondissement spectaculaire dans le cadre de l'affaire Monseigneur Benoît, Jean-Marie Benoît Bala. Les autorités judiciaires camerounaises qui disent avoir bénéficié de l'appui d'une expertise internationale parlent d'une mort par noyade. Le procureur général près la Cour suprême du Centre a fait le point de l'enquête encore en cours dans le cadre de cette affaire. La version du procureur prend le contre-pied de celle de l'assassinat soutenu par l'Église catholique. On fait le point de cette sortie du procureur avec Donald Brice-Camgan et Séverin Tchouban. Le communiqué du procureur général près la Cour d'appel du Centre